vous arrivez devant une gigantesque porte en bois. Depuis cette porte, vous entendez un craquement inquiétant, comme si quelque chose utilisait de longues griffes pour gratter sur l'arrière. Quelles sont vos prochaines actions? Ok, je vais utiliser mon sort de feu pour brûler la porte. Tu brûles la porte? Oui, je fous le feu à la porte, je l'incendie, comme ça on peut passer à travers les cendres une fois l'incendie maîtrisé. Écoute, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, en fait. Quoi ça, le feu? C'est pas comme ça que le feu fonctionne? Ça brûle pas les portes en bois? Oui, mais pas celle-là. C'est du bois magique. Du bois magique? Ah, exactement. Comme ta baguette magique. Elle est faite en bois, mais quand tu lances une boule de feu avec, elle prend pas feu. C'est magique. D'accord, mais ma baguette magique, la semaine dernière, je suis tombé dessus et tu me l'as brisée, j'ai dû en racheter une autre. Je comprends juste pas ta logique. C'est quoi, là? Mon cul fait plus de dégâts que le sort le plus puissant de l'histoire de la pyromancie? Si tu veux. Ok, parfait. Ben alors je vais twerker sur la porte. Tu m'épuises. Sinon, il me reste encore un kit de crochetage. On pourrait essayer de l'ouvrir comme ça. Ah, bon ben voilà. Ça a du sens. Crocher la porte. Attendez, je sais que c'est pas normal pour le barbare d'avoir la pensée logique, mais je suis d'accord avec le sorcier, on va pas gâcher un kit de crochetage sur une porte qu'on peut clairement défoncer. Bon, merci le barbare. Allez, c'est parti, on commence à twerker. Personne ne twerk sur la porte. Bon, Olivier, t'en penses quoi? Il est où, Olivier? Tu te rappelles pas, t'as fait tuer son personnage la semaine dernière quand il a tenté de séduire un dragon et qu'il a compris que les dragons mâles avaient certaines envies. Ah ouais, c'est vrai. En même temps, fallait bien lui apprendre d'arrêter de séduire tous les monstres qu'il croise. Je déteste les bardes. Donc la porte, on la défonce, j'ai gardé le cadavre d'Olivier comme arme improvisée. Vous êtes sûr qu'on devrait pas crocher la serrure? À la limite, j'ai encore des explosifs, on peut faire péter la porte. Mais non, viens de le dire, ça fonctionne pas. La porte est en bois magique qui résiste au feu, mais pas à mon cul. D'accord, mais mon cul à moi, est-ce qu'il est magique? Pas sûr si c'est nos fessiers qui sont magiques et surpuissants ou si c'est le bois qui est faible à nos fessiers. Ça n'a absolument aucun sens. Ah, mais vos gueules, c'est magique! La magie, ça a jamais de sens. C'est pour ça que je joue barbare. Moi, je vous dis, je suis sur le twerk, ça fonctionne. Les gars, est-ce que l'un de vous deux, avant de tenter de défoncer, exploser, brûler, annihiler et twerker sur la porte, est-ce que quelqu'un a pensé à vérifier si elle était verrouillée? Écoute, en même temps, si ton système de magie faisait du sens, on n'en serait pas là. La plupart de vos œuvres de fiction favorites présentent de la magie. Certaines sont centrées autour, comme Harry Potter, d'autres la présentent de façon plus subtile, comme Star Wars, et si vous pensez que des licences comme Star Trek, Hunger Games ou encore James Bond sont dépourvues de magie, vous avez tort, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de tomber dans des explications assez tirées par les cheveux, et vous me connaissez un petit peu condescendante sur les bords, va peut-être falloir que je comprenne votre côté du problème. Rendez-vous donc en commentaire et expliquez-moi pourquoi telle ou telle licence est, selon vous, totalement dépourvue de magie. Ensuite, retournez après avoir regardé la vidéo en commentaire et vérifiez si votre point de vue a changé. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et nous suivre sur Instagram au passage. Le tout, bien entendu, en partageant la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui aide le plus pour le référencement et la visibilité. Et aussi, ça fait 3 vidéos que je fais sur les archétypes en fiction. Et comme certains d'entre vous me l'ont proposé en commentaire, oui, j'ai envie d'en faire une série. Vous regardez donc de façon officielle le premier épisode de déconstruction d'un archétype, mais de façon officieuse, il s'agit en fait du 3e. Soyez sûr de laisser donc un commentaire cette fois avec le hashtag archétype pour me donner un max de sujets à traiter si cette idée vous plaît. La magie donc. C'est très vaste comme sujet, et on peut le dire, c'est un sujet qu'on peut mettre un petit peu partout. Dans le sens où une catégorie qui va venir regrouper Dumbledore, le magicien d'Oz, et ton petit cousin Thierry qui te fait un tour de cartes que tu fais semblant de pas avoir vu son trick parce que tu veux pas qu'il se mette à pleurer et que ta tante te renie, honnêtement, c'est une catégorie et surtout une étiquette qui va avoir des zones très très grises. Est-ce que vous imaginez si un sorcier à la Seigneur des Anneaux rencontrait un prestidigitateur? Ok, attention, prépare-toi et abracadabra. Est-ce que c'est ta carte? Oh mon Dieu, une telle puissance! J'ai choisi spécifiquement cette carte sur un total de 11, et c'est celle que t'as repêchée du paquet. Comment t'as fait ça? Je te l'avais dit, de la magie pure et dure. De la vraie magie, en effet. Bon, mon tour. Tu vois le petit village de l'autre côté de la rivière? Ouais, je vois. Inferno! Oh, what the fuck?
Alors t'en penses quoi? Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais c'est pas mal. Pas mal? Pas mal? Tu viens de faire exploser l'hôtel de ville? L'hôtel de ville? Ah, fais chier, je visais la pouponnière. Ouais, j'ai encore des croûtes à manger avant d'arriver à ton niveau légendaire de sorcellerie. Surtout aujourd'hui, on va comprendre que la magie a évolué énormément depuis l'aube de l'humanité, qu'elle a suivi le même parcours et le même progrès que la science, et qu'ironiquement, le plus on en sait, le plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, entre histoire, sémantique, définitions et points de vue, aujourd'hui, nous verrons pourquoi le surréalisme et l'imaginaire vont toujours primer en fiction sur le terre-à-terre. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre archétype on devrait traiter avec le hashtag archétype justement. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Déconstruction d'un archétype, l'émission où on décortique les symboles de ce qui a construit la fiction moderne. Aujourd'hui, on parle des mages, des sorciers, des démonistes et de tout ce qui entoure la magie et on essaye de comprendre comment bien les utiliser. C'est quoi de la magie? Au fur et à mesure que mes recherches avancent, ce mot me semble de plus en plus complexe. La magie, la sorcellerie et les centaines, voire les milliers de mots qui en découlent et y sont rattachés d'une façon ou d'une autre sont de plus en plus mystérieux. On en retrouve dans les œuvres de fiction, dans les textes sacrés et même dans l'histoire avec un grand H. Divinité, pratiques illicites et imaginaire collectif me ramènent constamment à ce mot. Magie, issue du latin magia, lui-même dérivé du grec magiha ou magua, fait référence à des religions des mages perses, voire à de la sorcellerie pure et dure. C'est donc en Perse qu'il va me falloir remonter sur une inscription qui fut gravée autour de 515 avant Jésus-Christ à Behistun, ou à peu près là où se trouve l'Iran actuel. À ce moment, le mot se prononce magus et est visible sur les exploits du roi Darius Ier, ayant renversé un homme d'image du nom de Gomata. Là où l'ésotérisme prend vite de l'importance dans ces mots, le mot mag en lui-même dans la langue perse signifie science, mais aussi sagesse. Le mot arrivera en Grèce vers le milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, là où les philosophes le mettent en pratique comme doctrine venant de la Perse. Si le lien avec la fiction et l'imaginaire reste flou, une sorte d'ésotérisme religieux continue de s'en dégager. Certains mages à travers l'histoire sont en fait des prêtres ou tout équivalent dans leur société et mouvements religieux, pratiquant des rituels comme de la divination ou du sacrifice au dieu du soleil. Il est aussi fait mention d'activités impliquant l'eau, la terre, le feu et l'air, encore des symboles de ce que la magie devient dans la culture populaire au fil du temps. C'est donc à la croisée de la religion, du folklore et de l'imaginaire collectif que nous trouvons les origines de la magie, là où, très vite, certaines pratiques en seront bannies, autant par désir de contrôle que par peur bel et bien réelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étymologie du champ lexical magique? C'est que la ligne est extrêmement mince, historiquement parlant, entre la magie et la religion. Déjà de base, le terme, selon l'encyclopédie Larousse, se définit comme un ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'assurer un bien ou susciter un malheur à autrui, visant ainsi à une efficacité matérielle. Idée soutenue par l'encyclopédie étant donc la magie, ça sert à taper dans le plein potentiel de ce qui nous entoure et de réaliser des actions qui autrement nous seraient inaccessibles. Là où la même encyclopédie vient définir la religion comme un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Dans les deux cas, on parle d'un ensemble de croyances. La différence étant que la religion met l'individu en rapport avec le divin et la magie le met en rapport avec les forces cachées de la nature. Ce qui est sensiblement la même chose en bout de ligne. On pourrait dire que pour un croyant, le divin est exactement la même chose que les forces cachées de la nature pour un non-croyant. Pour illustrer mes propos, essaye de te mettre dans les bottes de la première civilisation à jamais avoir observé une éclipse solaire. Le croyant peut y voir une intervention divine, une manifestation, voire un message d'une divinité qui exprime quelque chose. Le non-croyant, quant à lui, va se diviser en deux. La peur de l'inconnu, là où il va venir accepter que ces éléments sont peut-être liés à la magie, ou la curiosité et le besoin de compréhension, là où il va tenter de comprendre la logique derrière la disparition du soleil en plein après-midi. Selon cette logique, la magie
magie et la religion ont des objectifs communs, à savoir rassurer l'humanité par rapport à l'inconnu. Et ici, désolé de me répéter, mais on observe un lien de corrélation. Plus le progrès scientifique avance dans notre histoire, moins la religion a d'importance. Pourquoi? Parce qu'on comprend de plus en plus ce qui nous entoure et donc qu'on a de moins en moins besoin de se rassurer. Revenons à notre éclipse. Pour un grec, c'est la colère des dieux. Pour un non-croyant du 21e siècle, c'est la lune qui passe devant le soleil. 8 avril 2024, éclipse solaire totale à Sherbrooke au Québec. Allez en commentaire, je veux savoir qui était là. On peut donc penser que la magie, elle s'atténue avec le temps dans notre histoire, là où plus le progrès scientifique avance, plus l'humanité est capable de trancher la ligne entre phénomènes ésotériques et phénomènes explicables par des calculs des 1 et des 0. Si la magie et la religion sont aussi étroitement liées, dans la fiction, ces racines sont plus que présentes. Par exemple, Gandalf, dans le lore de la Terre du Milieu avant d'être un sorcier, c'est surtout un Maillard. Techniquement donc pas un dieu, mais bien un être au moins en partie céleste, immortel, transpirant la magie. Tolkien lui-même le comparait à un ange ou à Odin, dieu central des mythes scandinaves dans ses notes et inspirations. Sam et Dean Winchester font constamment appel à l'aide d'anges, de démons et de sorciers, tapant dans les forces mystiques de l'existence pour arriver à leur fin, là où la magie dans Supernatural est directement démontrée comme faisant partie de l'univers, comme l'existence du paradis et de l'enfer, étroitement liant ésotérisme et religion. Même dans des œuvres qui entrent dans la liste très sélecte des classiques de la fiction comme Dracula, on retrouve des crucifix venus pour affaiblir le monstre qui menace l'humanité. Oui, je sais, j'en parle souvent, mais le Dracula des années 30 avec Bela Lugosi, c'est pas de ma faute si c'est un chef-d'œuvre. Entre-temps, si on retrouve donc la magie par la religion, le contraire existe aussi. La religion par la magie, c'est même impossible de dissocier les deux termes. Par exemple, dans la mythologie grecque, Poséidon ne possède pas réellement le pouvoir de contrôler l'eau. Il l'a obtenu grâce à son trident forgé par les cyclopes ancestraux, et c'est comme ça qu'il réussit à manipuler cette force primordiale de la nature qu'est l'océan. Si on en revient au Larousse, c'est 100% de la magie. Ça, c'est sans compter du fait que même si on vient jouer sur les mots, qu'on dit que les pouvoirs divins ne sont pas de la magie, d'un, t'es qui pour gatekeep c'est quoi de la magie ou pas sans définition, et de deux, les Grecs de toute façon, ils avaient Hécate, divinité de la magie. Oui, ça vaut pour Poséidon, mais selon nos définitions, encore une fois, virtuellement tous les dieux grecs sont des mages par un côté purement technique. Et ça vaut aussi pour les divinités shintoïstes, les mésopotamiennes, et puis les mythes et légendes à propos des démons et des divinités mayas. Et après, t'as les Scandinaves qui ont littéralement Odin comme dieu central, qui est souvent défini comme littéralement un dieu de la magie, venant lier encore une fois cette notion de sorcellerie égale religion. Et ce sont plus ou moins les origines et surtout la définition de la magie. Mais qu'est-ce qui se passe si on se tourne vers quelque chose d'un petit peu plus réel et tangible? La magie et les 3 lois de Clarke. C'est ici que va apparaître la magie noire, la sorcellerie, tout partant de la nécromancie. Une adaptation du latin necromentia, qui, encore une fois, se trouve chez les Grecs necromenteia, littéralement divination à travers un cadavre. Pratique que certains individus auraient bel et bien touché au courant de l'histoire, communiquant avec les morts, des fois profanant des tombes, dans le but d'obtenir un savoir perdu ou de lire l'avenir. Très vite, avec la dominance du christianisme sur la population, bien de ces pratiques furent considérées comme tabous et illégales. Partant de simples mises à l'écart de la société vers une véritable chasse aux sorcières, là où certaines finiront brûlées vives. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fin du Moyen Âge, encore les utilisateurs de ces pratiques occultes prononçaient leur sort en faisant appel à des noms sacrés, le tout dans l'impunité la plus totale, là où certains de ces rites pouvaient s'associer plus à des prières qu'à de véritables sorts et rituels. Ça devient d'autant plus intéressant quand on considère que la nécromancie peut bel et bien s'apparenter à une science. Le concept de recueillir un certain savoir en profanant des cadavres n'est pas très loin des bases de ce qui font avancer la médecine moderne, ou d'un légiste qui performe une autopsie sur le corps d'une malheureuse victime. Je me rappellerai toujours de cette scène dans Sleepy Hollow quand Ichabod Crane cherche des informations
immersion dans la dépouille d'une des victimes du cavalier sans tête. Là où les habitants du village y voient une pratique scandaleuse, Crane, qui ne croit pas aux démons et à la magie, mais bien en la science, ne s'adonne à ses actions que pour en apprendre plus sur le tueur qu'il traque. Si l'on retourne jusqu'en Égypte antique, on trouve bel et bien les origines de la médecine, avec Imhotep étant connu comme le premier praticien connu à ce jour. Ici, la médecine était encore très reliée à la divinité et à la magie, les médecins pouvant être confondus avec des pseudo-faiseurs de miracles. En Grèce antique, selon mes recherches, on nous dit que la magie est laissée de côté pour se concentrer sur la science encore naissante, là où il est évident, selon l'histoire, que ces deux concepts ont évolué main dans la main tout en étant diamétralement opposés. Cela me fait me demander combien de phénomènes inexplicables a-t-on pu voir et laisser traverser l'histoire simplement parce qu'on ne les comprenait pas encore. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça, et aujourd'hui, on explore ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Clarke, vous l'aurez deviné, popularisée par l'auteur Arthur C. Clarke, que vous connaissez peut-être pour le roman icône de la science-fiction et par extension du cinéma, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais écoutez, je vous ai toujours eu en haute estime et je vous ai toujours parlé comme à des adultes, et un adulte, normalement, ça sait que s'il y a une troisième loi de Clarke, c'est qu'il y a une première et une deuxième loi. Donc, loi numéro 1, quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Loi numéro 2, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un petit peu au-delà dans l'impossible. Et loi numéro 3, encore une fois, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Le triptyque de lois sera proposé par Clarke en 1962 dans son ouvrage Hazard of Prophecy, bien après qu'il ait écrit la première. La deuxième vient du même ouvrage et n'est à la base qu'une observation de l'auteur, qui plus tard deviendra la deuxième loi. Et en 1973, Clarke va proposer la troisième loi pour arrondir le nombre, disant que Newton, il avait seulement 3 lois du mouvement, alors il allait humblement s'arrêter à 3 lois lui aussi. Je trouve ça toujours génial quand un auteur qui redéfinit le genre de la science-fiction en littérature et par extension au cinéma décide qu'il va être humble et simplement dire voilà, l'univers fonctionne comme ça et il n'y a pas plus de règlements. Le monde de la littérature, c'est complexe. Mais ces lois, alors, comment est-ce qu'elles viennent se corréler aux magiciens de la fiction moderne? J'ai envie de te dire, comme c'est très bien fait et surtout très logique, quand ta fiction est bonne et réfléchie, ça va se faire tout seul. La première loi dit qu'un vieux scientifique qui dit que quelque chose est possible a très probablement raison. Voyons donc si ça s'applique à la magie et pour ça, va falloir regarder qui utilise les sorts les plus puissants. Dans Harry Potter, le sorcier ultime, c'est Albus Dumbledore, possesseur de la baguette la plus puissante de tous les temps, mais aussi et surtout un vieil homme pour qui la magie est de moins en moins un secret. Épousant la première loi, ici c'est basiquement le concept de respecter l'expérience d'un aîné qui s'y connaît. Là où la deuxième partie de cette loi qui nous dit que si cet aîné affirme que quelque chose est impossible, c'est qu'il a probablement tort. Ça s'applique surtout à Voldemort. Pour Gédusor, il est impossible que quelqu'un puisse le vaincre, encore moins maintenant qu'il est le maître de la baguette de Suro. C'est pourtant ce que va faire Harry Potter en utilisant à son avantage une technicalité dans la malédiction de la baguette à laquelle Voldemort n'avait pas pensé, montrant que peu importe ton expérience dans une science ou même un sujet donné en général, il y a toujours de l'espace pour de l'amélioration et pour de nouvelles connaissances et découvertes, quelque chose que l'arrogance de Voldemort l'empêche de voir, et c'est bien ça qui va le faire perdre à la fin du récit. Et je suis parfaitement conscient que vous connaissez probablement Harry Potter via le cinéma pour la majorité d'entre vous, mais c'est encore plus explicite dans les romans, là où Voldemort, il dit textuellement à Harry Potter que c'est impossible que quelqu'un ait expérimenté plus que lui avec la magie. On a tout, on a la quête du possible, on a le déni face à l'impossible. Ça marche pour la science, ça marche pour la magie. Ce qui nous amène à la deuxième loi. La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de les repousser vers l'impossible. Cette notion est la base de tellement d'histoires que ça est presque devenu un cliché, au point où quand on y est présenté, je suis prêt à parier que je suis pas le seul qui le remarque même plus. Par exemple, Tony va dire à Bruce dans le premier Avengers que la dose de rayons gamma qu'il a reçue aurait dû le tuer. Pourtant, en s'aventurant vers l'impossible, les scénaristes ont découvert et même repoussé les limites du possible.
impossible. Limite de cet impossible étant l'incroyable Hulk qui va permettre au Dr Banner de survivre. Et là, je vous entends déjà, c'est de la physique nucléaire, c'est pas de la magie, je te déteste, je me désabonne, je laisse un commentaire qui insulte toute la famille et je viens brûler ta maison. À ça, je réponds, bon, d'un, un petit cours de gestion de la colère, je pense que ça vous ferait du bien. Et de deux, surtout, oui, c'est de la magie. Selon notre définition, c'en est purement. Notre troisième loi, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. La nanotech de Tony ou encore les cristaux Kyber de Star Wars qui permettent au sabre laser d'exister. C'est tellement scientifiquement avancé que ça en devient magique. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est quand même super représentatif de la chose. Dans combien de fictions, et surtout de fictions mettant en scène des super-héros, on a des éléments scientifiques ou non qui devraient causer la mort, mais qui à la place te donnent des super-pouvoirs. Oui, je te jure, hier, j'ai vu une araignée radioactive, je l'ai forcée à me mordre et ben là, honnêtement, j'attends juste que mes super-pouvoirs se déclenchent. Non. T'y connais rien, t'auras pas de super-pouvoirs. Le cancer, par exemple, c'est sur la table. Tout ce qui me reste à faire, c'est de me fabriquer des lance-toiles pour me balancer d'immeuble en immeuble. Et t'es sûr que le métro, c'est pas plus pratique pour aller faire ta chimio? Oh, que t'es rabat-joie! Je suis pas rabat-joie, je suis réaliste. Est-ce que tu te rappelles de mon cousin Jonathan? Celui qui s'est pris un obus à la gueule et qui a essayé d'empêcher un morceau de shrapnel de lui percer le cœur en se foutant un aimant dans la poitrine? Yep. Ben, il est mort. Oh, mes condoléances, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un super vilain l'a tué dans un affrontement où il a utilisé une armure super high-tech pour sauver un hôpital de bébés borgnes orphelins et handicapés? Non, une infection au cœur, c'est ce qui se passe quand tu utilises du matériel de merde dans une vieille grotte sale pour te foutre un vieil aimant rouillé dans la poitrine. Le réalisme, c'est tout de suite moins intéressant à regarder. En tant que tel, un excellent exemple de ce phénomène, c'est Maître Yoda. C'est après l'avoir vu performer quelque chose qui semblait impossible que Luke va accepter de poursuivre son entraînement de Jedi, comprenant le plein potentiel de ce qu'il est capable d'atteindre et surtout comprenant que l'impossible est beaucoup plus flou que ce qu'il pensait. Ça va même revenir quand Luke lui-même est devenu un maître, pensant que de réparer l'imbalance qu'il a aidé à causer dans la Force est impossible. Et bien évidemment, il a tort. Et c'est Yoda, un fantôme de la Force transcendant la barrière entre la vie et la mort, qui va lui montrer l'étendue du possible, montrant encore l'efficacité magique de la première loi de Clark. Luke affirme que quelque chose est impossible et la magie vient lui prouver qu'il a tort. Les lois de Clark vont donc facilement venir s'intégrer au monde de la fiction. Et bien entendu, il y a des réinterprétations et il y a des dérives inévitables. Gregory Benford, un autre auteur éminent du monde de la science-fiction, va retourner la troisième loi, affirmant que toute technologie discernable de la magie est insuffisamment avancée. Cette notion nous vient de Fondations en péril, premier roman de la saga Fondation, là où Benford va venir dépeindre un monde futuriste où la technologie est omniprésente et est oui indiscernable de la magie, mais où paradoxalement, la technologie a besoin de continuer d'évoluer et ce de plus en plus vite pour ne pas devenir totalement obsolète. Là où il faut toujours aller plus loin dans le progrès, sinon l'humanité va tomber dans un nouvel âge des ténèbres. Tu vois le vieil adage qui dit il faut avoir une plus grosse arme que l'ennemi en avant? Moi j'ai tendance à dire on peut retourner cette logique et dire ce qui est important c'est d'avoir une arme plus avancée que l'ennemi en avant. Cette notion on la retrouve encore une fois chez Marvel, là où le Shield se met à développer des armes de plus en plus avancées pour pouvoir rivaliser avec la puissance de feu asgardienne, peuple extrêmement avancé technologiquement au point où nos ancêtres considéraient leur prouesse scientifique comme de la magie. Là où Carl Schroeder, qu'on va survoler vite, va poser une alternative où toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la nature. Disons essentiellement, le but de la technologie, c'est de répliquer ce que Dame Nature fait depuis des milliards d'années. Et si on revient à notre définition en début de vidéo, rappelez-vous, selon Larousse, la magie, c'est d'être capable de taper dans le plein potentiel de la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres. Par exemple, dans Avatar, le dernier maître de l'air, la magie réside dans le fait que certaines personnes sont capables de manipuler les éléments. Un point central de comment fonctionne la nature. Là où dans Dragon Prince, qui partage le même scénariste principal au passage, la magie vient des 6 sources primordiales. Les étoiles, le ciel, l'océan, la terre, le soleil et la lune, que des éléments de la nature. La nature et la magie se réunissent, la nature et la magie cohabitent, la nature et la magie sont indiscernables. Donc, si la technologie est indiscernable de la
nature, c'est qu'elle est indiscernable de la magie. Exactement comme si la magie n'était qu'une force supplémentaire de la nature, que l'être humain va apprendre à maîtriser et à domestiquer. Et ce procédé dans le monde du progrès scientifique, c'est la base. L'être humain est par exemple beaucoup moins bien équipé par la nature qu'un castor pour construire des structures. Alors on a inventé des machines qui le font pour nous. C'est le principe de notre ancêtre Homo habilis. On était incapable de performer à main nue certaines tâches, ça nous a handicapés, alors on a créé les outils pour mieux y arriver. Il y a plein d'autres interprétations, remises en question et contre-exemples sur les lois de Clarke. On parle Marvel, on parle DC, on parle Doctor Who. Vos préférés sont attendus en commentaire. Mais j'aimerais vous proposer une autre idée, mon interprétation personnelle qu'on va appeler la loi de Sabatin. Toute magie n'est qu'une science que nous n'avons pas encore comprise. La magie et la méthode scientifique. La nature est remplie de phénomènes, mais surtout de questions aussi fascinantes qu'inexplicables. Sommes-nous seuls dans l'univers? Sinon, à quelle étendue? Le voyage dans le temps est-il possible? Plein de questions dont nous n'avons pas la réponse. Mais il fut une époque où le souffle du vent et la capacité d'un oiseau à voler faisaient entièrement partie de ces questions. Et aujourd'hui, la réponse est explicite et même assez bien comprise, autant par l'élite que la classe moyenne. C'est grâce à la méthode scientifique élaborée depuis l'Antiquité, c'est Alzalen, le père de l'optique, qui, entre le 10e et 11e siècle, va populariser le concept. Un ensemble de règles et d'étapes à suivre pour en arriver à une conclusion satisfaisante, le tout dans le but d'obtenir des réponses sur toutes les grandes questions qui composent notre univers. Ces étapes sont, dans l'ordre, l'observation, la recherche, la formulation d'une hypothèse, l'expérimentation, la conclusion et le partage du résultat. Si cela s'applique aux lois de la physique, il n'est pas impossible que l'on puisse aussi le mettre en pratique pour des éléments plus ésotériques. Est-ce qu'on peut expliquer la magie, l'ésotérisme et l'art des arcanes en utilisant la méthode scientifique? Oui, méchamment oui. On va faire un choix très arbitraire. On va essayer d'utiliser la méthode scientifique pour expliquer une catégorie de magie. Ici, ça va être la pyromancie, l'art de manipuler le feu. Les maîtres du feu dans Avatar, Pyro dans X-Men, Shoto dans My Hero Academia et ton ami Steve qui, après 2 ans de campagne, demande même pas si la pièce est assez grande pour pouvoir lancer boule de feu. Justement, cette boule de feu, on va essayer de comprendre comment elle fonctionne et si vous voulez le faire avec d'autres sorts, soyez mes invités. Étape 1, donc, l'observation. Là où le sens de l'émerveillement devant cette prouesse va laisser place à un raisonnement et à un questionnement logique. J'observe un être humain comme moi créer une boule de feu ou un jet de flamme depuis sa main. Je me questionne donc sur comment ça fonctionne. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vais décider de comprendre comment le feu en lui-même fonctionne, ce qui nous amène à l'étape 2, la recherche. On ne sait pas comment le mage lance sa boule de feu, mais on sait que pour fonctionner, le feu va avoir besoin d'un comburant comme l'oxygène, d'un combustible comme du papier et d'une énergie d'activation comme un échauffement extérieur. Et là, on a notre premier problème. En surface, le mage crée le feu depuis essentiellement rien. On n'a pas de combustible. Mais quand on y pense, peut-être qu'on en a un. Beaucoup d'œuvres parlant de magie pour créer de l'attention utilisent un système de ressources pour que le mage ne soit pas trop puissant, comme par exemple la mana dans Magic the Gathering ou simplement les points de magie dans Dark Souls. L'idée derrière ces ressources étant le mage est libre de les utiliser comme il ou elle le souhaite, mais quand il y en a plus, il y en a plus et tu peux plus faire grand-chose. C'est là qu'on en arrive à notre troisième étape, l'hypothèse. L'énergie d'activation, c'est justement cette ressource de magie. Le comburant, comme d'habitude, c'est l'oxygène. Il ne manque que le combustible et peut-être qu'on l'avait sous les yeux. Les molécules chauffent quand elles vibrent. On pourrait donc croire que justement l'air en lui-même, grâce à la magie, devient notre combustible. Notre hypothèse va donc être la magie va faire vibrer les molécules présentes dans l'air jusqu'à ce qu'elles chauffent et soient capables de créer le feu. Hypothèse qu'on va donc pouvoir mettre en pratique dans la quatrième étape, l'expérimentation. Déjà pour le phénomène en lui-même, on le voit grâce à l'interface qu'un mage dans Dark Souls ou dans Skyrim
Skyrim par exemple, crée le feu grâce à une ressource de magie. C'est donc logique de penser que cette ressource, cette énergie extra-dimensionnelle, c'est bel et bien ce qui lui permet de créer le feu. Ce qui nous amène au contre-exemple, là où on a honnêtement l'embarras du choix. La torche humaine ne brûle plus dans l'espace où il n'y a plus d'air, donc le feu ne peut pas exister. Et Roy Mustang dans Fullmetal Alchemist enflamme les courants d'air et ce de façon physique. Même pendant la comète de Sezin qui booste la maîtrise du feu, prisonnière de la glace, Azula ne peut plus l'utiliser, probablement parce qu'il n'y a plus de dioxygène. Ça fait partie de la 5e étape, analyse et conclusion. Selon ce qu'on vient d'observer, le mage utilise bel et bien sa magie pour réchauffer l'air et faire vibrer les molécules, ce qui lui permet de créer le feu depuis ce qui semble visuellement être absolument rien. Et finalement, 6e étape, partage du résultat. Je vous ai proposé mon interprétation de la chose. Soyez sûr de débattre sous la vidéo. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des contre-exemples? Bien entendu qu'il y en a, on parle de magie. Mais le fait étant que ça nous met sur la bonne voie et ça vient créer un précédent. En prenant ce qu'on a appris aujourd'hui, il est possible qu'on l'utilise pour l'expérimentation et la recherche de sorts plus avancés, qu'on vienne combler les trous grâce à ce qu'on a appris. Aujourd'hui, la magie de créer le feu passe de phénomène inexplicable à phénomène explicable. Il va donc pouvoir servir de base à de futures expériences et recherches. Selon cette logique, plus on en connaît, plus on va être capable de définir c'est quoi la magie, plus on va être capable d'expliquer comment certains systèmes de magie fonctionnent et surtout plus on va être capable d'accepter que la science et la magie ne sont que les deux côtés d'une même pièce. Quelle importance fictive doit avoir la magie? Les œuvres sans magie sont très rares. On pense probablement à certains biopics qui se basent sur des faits historiques qui est censé être une réflexion de notre monde, voire à des films de gangsters où l'action tourne autour du crime, de la politique, du monde policier. Mais pour chaque univers sans magie, il en existe 3 autres qui présentent cet élément comme quelque chose d'important. Et ça nous fait nous poser une question. Quelle importance peut avoir la magie dans un récit? Question complètement conne, je suis le premier à le dire. C'est vous l'auteur, c'est vous qui décidez quelle importance a la magie. Mais le fait étant qu'il y a une façon de bien faire les choses. Déjà de base, la magie, comment est-ce qu'on la présente, comment est-ce qu'on l'utilise et surtout en quelle quantité. Si on prend par exemple Harry Potter, tous les personnages principaux utilisent la magie et tous les personnages principaux ont virtuellement les mêmes pouvoirs ou le même potentiel de pouvoir. Dans le sens où peu importe comment tu retournes la chose, il y a toujours une suite de dominos qu'il est possible d'actionner pour dire que tel sorcier soit capable de faire ce que tel sorcier est capable de faire. Pourquoi? Parce que tu le vois dans Harry Potter que la magie, c'est toute une culture et le concept de l'histoire nous place dans une école où les élèves apprennent à la maîtriser comme il se doit. Forcément, tout le monde a plus ou moins les mêmes pouvoirs puisque tout le monde suit plus ou moins les mêmes cours. Versus l'univers Marvel où on a des magiciens au sens littéral du terme, des technologies de malades qui émulent le pouvoir d'autres êtres supérieurs et des figures religieuses qui oscillent la ligne entre les deux de façon floue et arbitraire. Et on remarque quelque chose quand la magie vient d'un seul et même endroit ou d'une seule et même sphère générale en fiction, on a tendance à vouloir la garder cachée. L'univers Marvel, où est-ce qu'on l'a apporté, il n'y a plus vraiment d'identité secrète chez les super-humains, tout est de notoriété assez publique et les sorciers évoluent en parallèle, ayant même des camps de réfugiés qui deviennent une nouvelle société, et ce, aux yeux du monde. Versus Harry Potter, où encore une fois, les sorciers forment toute une communauté masquée du monde des humains, et c'est pareil avec Percy Jackson, où les demi-dieux se cachent du monde mortel. Même chose chez Supernatural, où les monstres bibliques de la création restent cachés. J'ai tendance à dire c'est peut-être une question de tension et de ressort narratif. Exposer la magie au monde réel dans ces univers, c'est éteindre la flamme qui la rend spéciale et mettre en péril toute une culture. Sans parler du fait que les êtres humains, quand on découvre quelque chose de nouveau et pas l'utiliser pour s'atomiser à gueule, c'est pas notre fort historiquement parlant. Vous vous rappelez quand Homo habilis a découvert une pierre qui coupait un petit peu plus que les autres et qu'on a décidé de se poignarder les uns les autres avec? J'aime l'humanité.
À la croisée de ce ressort, donc, on retrouve Star Wars où, dans l'univers, c'est canon que l'ordre Jedi, quand il se mêle aux politiques de la République, devient corrompu et facile à démonter de l'intérieur. Là où, à l'époque de l'Empire galactique, les Jedi vivent cachés pour préserver ce qu'il reste du côté lumineux de la Force. On applique donc cette magie d'une certaine façon qui vient faire qu'on la sépare du monde réel. De l'autre côté de la médaille, dans le Seigneur des Anneaux, le monde réel, on n'en a juste aucun. Tout est écrit comme une mythologie où la magie fait entièrement partie du quotidien et qu'elle ne creuse pas un écart entre les factions. Ou quand elle en creuse un, c'est parce que quelqu'un l'utilise à mauvais escient. Faites l'expérience, imaginez que si à la place d'avoir Iron Man qui se repose principalement sur de la physique et de la mécanique dans un setup plus futuriste que fantasy, le MCU avait commencé avec Doctor Strange. Les films qui en auraient découlé auraient suivi une trame narrative très différente. Pourquoi? Parce que à sa base, ça aurait scindé l'univers Marvel tel qu'on le connaît en deux camps, les mages et les non-mages, là où les dieux nordiques, les technologies malades et les super soldats n'auraient été que des sous-catégories. Et forcément, si tu veux demander à ton audience lequel des deux camps elle préfère et que tu veux que ce soit une question qui demande de la réflexion, peut-être que faire que l'une des deux réponses ce soit manipuler le temps, l'espace et la réalité, c'est pas une super bonne idée. Peut-être. Ça, c'est pour comment la magie se présente, mais vous l'aurez deviné, la magie, c'est pas juste une question de comment, c'est une question de combien. En quelle quantité est-il correct d'en avoir dans une fiction? Parce que si on reprend Harry Potter, si on reprend Le Seigneur des Anneaux, tu tournes un coin de rue et tu trouves un mage qui est prêt à faire n'importe quel sort pour 5 $. Littéralement. La question se pose donc, si ton univers présente de la magie, à quel point elle doit être présente et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la société. Par exemple, dans Dragon Prince, les humains ont construit un royaume loin des elfes qui utilisaient la magie et les rares d'entre eux à pouvoir l'utiliser le font en contournant les lois de la nature, perdant au passage une partie de leur humanité. On a de la magie et ça en quantité abondante. Plus loin on se concentre sur l'humanité, on se concentre sur un groupe de personnes pour qui la magie est une ressource très rare. Le résultat, c'est qu'on nous présente donc une histoire où la plupart de nos personnages principaux vont évoluer dans un contexte où quand ils rencontrent un problème à la place de le régler par magie, ils vont devoir se reposer sur leurs capacités cognitives, les ressources qui sont à disposition, leur puissance physique et tout ce qui les entoure. Ou encore Full Metal Alchemist, là où l'alchimie demande tellement de connaissances et de pratiques que rares sont ceux à pouvoir l'utiliser en combat. Et ceux qui en sont incapables, par contraste, ils sont très loin d'être sans défense. Même débat et les mêmes questionnements sont faits avec Avatar dans le personnage de Sokka, dépourvu de pouvoir, mais qui a prouvé des dizaines de fois que ça ne faisait pas de lui un guerrier de moindre valeur. Et bien entendu, je sais que vous l'attendiez, la fiction magique, qui présente la magie de façon la plus paradoxale entre qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qu'on fait avec. Game of Thrones. Très rares sont les personnages de cette œuvre à utiliser la magie comme outil principal, là où les arts ésotériques sont principalement réservés aux personnages de support et aux antagonistes. À l'opposé, les personnages principaux, ceux autour de qui tourne l'histoire, touchent de temps à autre à la sorcellerie d'une façon ou d'une autre, mais restent sans pouvoir et sans capacité à en faire de même pour retourner toutes les situations qui se présentent à eux. Ça a une raison bien simple narrativement parlant. J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, considère les éléments narratifs comme les ingrédients d'une recette, là où il compare la magie à du sel. Et il trouve que des œuvres comme Harry Potter, par exemple, sont beaucoup trop salées à son goût. Oui, c'est vrai que trop de sel peut tuer un plat, comme trop de magie peut venir tuer une œuvre. Parce que imaginez si Game of Thrones avait les mêmes points narratifs, les mêmes personnages et les mêmes enjeux politiques, et qu'en contrepartie, la magie était aussi présente que dans Harry Potter. Très vite, on s'ennuierait parce qu'on aurait de la politique et des jeux de pouvoir, là où les magiciens pourraient faire tout ce que les non-mages font, mais en plus pratique. Et si ça marche pas, ils les feraient juste exploser. Clairement, ça aurait pas été aussi intéressant, et ça, c'est quelque chose qui vient toucher énormément les œuvres à rallonge. J'ai nommé le power creep. Le power creep, c'est quoi? C'est quand une œuvre existe pendant très longtemps et que ce qui est produit récemment en termes d'échelle de puissance, ça va infiniment
infiniment au-dessus de ce qui a été introduit à la base. Par exemple, je suis sûr que parmi vous, il doit y avoir des joueurs de Yu-Gi-Oh! Ou de Magic the Gathering. Alors si vous vous demandez pourquoi aujourd'hui votre dragon blanc aux yeux bleus ou votre Shivan Dragon ne sont plus jouables, alors que quand vous aviez 6 ans, vous étiez la terreur de la cour de récré, c'est pour ça, c'est le Power Creep. Les éléments les plus récents sont introduits avec des échelles de puissance qui sont beaucoup plus hautes et il arrive très souvent que les éléments d'origine ne suivent pas. Pour coller au monde de la fiction, plus particulièrement, on peut penser à Naruto qui commence avec des échelles de puissance possibles à suivre et logiques, là où les combats ninja demandent de véritables tactiques, et vers la fin, c'est juste celui qui lâche la plus grosse explosion qui gagne. C'est pour ça que si vous voulez raconter une œuvre qui ne parle pas que de magie, il faut faire attention à ce que peut faire la magie, mais surtout à ce qu'elle ne peut pas faire. Heureusement, il y a des méthodes pour éviter que ce power creep vienne ruiner votre scénario. Le magicien limite la magie. Dans la vidéo sur les speedsters il y a quelques semaines, je disais que le problème avec les hypervéloces en fiction, c'est qu'ils ont généralement un set de pouvoirs donnés qui les rend surpuissants, peu importe le contexte dans lequel on les met. Mais la magie comparée à la super vitesse, c'est tellement large que, ironiquement, ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est bien plus facile avec la magie de prendre certains éléments qu'on veut et d'en laisser qu'on ne veut pas. Là où avec la super vitesse et d'autres archétypes, ça vient créer des problèmes de cohérence. C'est pour ça que dans beaucoup de fictions, la magie vient se diviser en plusieurs catégories, comme Skyrim qui divise en conjuration, restauration, destruction, illusion ou encore juste le fait de diviser la magie en cycles élémentaires, l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais diviser les types de mages peut être tout aussi efficace. Par exemple, parlons de Donjons et Dragons, là où la magie se divise généralement entre les sorts d'arcane qui tirent leur pouvoir de forces extérieures comme l'énergie à l'état pur et les sorts divins qui viennent généralement du fort intérieur du mage, canalisant sa foi et sa dévotion. On divise donc ici la magie en 2 catégories, mais de ces 2 catégories découlent plusieurs autres catégories de magiciens qui vont venir tirer avantage de comment leur utilisation de la magie fonctionne. Le magicien tape dans le pouvoir des arcanes via un entraînement rigoureux et l'application de la magie comme une science, exactement comme on faisait plus haut, là où ils suivront des méthodes importantes et incontournables. Les sorciers, quant à eux, vont naître pour des raisons variables, avec un très fort lien qui les unit à la tapisserie de l'arcane, ou avec un excès de cette magie et de cette énergie, là où ils doivent apprendre à contrôler leur pouvoir, les bases de la connexion avec l'arcane leur est donnée à la naissance. Les bardes, quant à eux, font énormément résonner les arcanes via leur musique, comprenant qu'un certain assortiment de notes et de sons ont un certain effet sur le monde qui les entoure et s'approchent énormément de l'expérimentation artistique. Les Warlocks, quant à eux, échangent leur âme, leur connaissance ou leur dévotion à une entité bien plus puissante en échange de la capacité de pouvoir taper dans les arcanes. Vient ensuite les artificiers qui, eux, sont bien des magiciens, mais qui se concentrent sur la théorie scientifique derrière la magie et l'implémentent à leurs inventions. De l'autre côté, dans la magie divine, on a les clérics de qui la puissance vient principalement de la dévotion à un dieu qui va récompenser leur foi avec des capacités magiques. Leurs petits cousins un petit peu trop barbares, les paladins, qui utilisent cette magie, mais la canalisent à travers leur serment sacré envers une entité tierce et surtout l'exercent par force pure plutôt que sous forme de sorts plus traditionnels. Les druides, de leur côté, vont se dévouer à la nature elle-même et présentent généralement la balance et l'harmonie, contrairement aux paladins qui, eux, se dévouent vers une institution. Et finalement, on a les rôdeurs qui ressemblent aux druides, mais avec une dévotion et donc une puissance qui en est moindre, là où la magie leur sert généralement à booster le reste de leur capacité, puisque leur vraie loyauté sera envers leur entraînement et envers ce qu'ils protègent. Bien entendu, c'est ouvert à interprétation et ça, c'est juste un univers. Il y a des dizaines, des centaines, des milliards d'autres systèmes de magie possibles à exploiter, mais ça vient créer une base. La base étant, la magie, c'est un outil narratif. Un druide peut être en désaccord avec les motivations et l'utilisation magique d'un rôdeur.
là où un rôdeur peut remettre en question les dogmes et la foi du paladin, du cléric et du druide. De l'autre côté, il n'est pas impossible qu'un sorcier, à cause de son droit de naissance, vienne prendre de haut un magicien. Magicien qui va se forcer à lui montrer que l'expérience est bien plus importante et surtout bien plus efficace que la puissance donnée à la naissance. Bref, en séparant les catégories de magie et surtout les catégories de mages, on vient créer du conflit. Et le conflit, c'est la base de toute histoire. En tournant autour de ce concept, vous pourrez confronter vos personnages à des situations qu'ils ne peuvent régler tout seuls à cause de ce que leur pouvoir et leur utilisation de la magie leur empêchent de faire, là où ils n'auront pas le choix de travailler ensemble et donc de développer une relation. Genre imaginez le gros antagoniste est sur le point de détruire le royaume et la seule façon de l'arrêter immédiatement, c'est d'utiliser un sort très puissant mais qui coûte la vie de l'utilisateur. T'auras le sorcier et le magicien qui vont argumenter sur qui devrait sacrifier sa vie pour le bien commun, là où l'artificier a déjà une machine qui va être capable de limiter les dégâts et donc de ne sacrifier la vie de personne. À l'opposé, il est possible qu'un paladin ait une grosse prise de conscience, se rende compte que son serment blesse plus les gens autour de lui qu'il ne les sert dans le contexte de l'histoire, et là où il va peut-être devoir se reposer purement sur ses compétences physiques et non sur les pouvoirs que ce serment lui apporte. Et le barde, c'est le barde. Faites-moi confiance, laissez-le s'amuser un petit peu, c'est mieux comme ça. Et ce procédé, ironiquement, on le retrouve même dans les œuvres où tous les personnages partagent un set de pouvoirs donnés. Par exemple, Ron, Harry et Hermione sont tous les trois de très bons sorciers, mais ce qui fait d'eux une équipe dynamique, c'est le courage de Harry, l'intelligence d'Hermione et la loyauté de Ron. Des traits de caractère qui influencent sur l'histoire et qui va souvent venir influencer sur comment les personnages utilisent la magie. Par exemple, Harry, c'est clairement le meilleur des trois pour lancer des sorts. Hermione elle-même reconnaît qu'il est un meilleur sorcier qu'elle dans le 5e livre. Hermione, justement, quant à elle, sa capacité, c'est tout ce qui est recherche, c'est tout ce qui est connaissance et surtout, c'est tout ce qui est préparation. Et Ron, il arrive et c'est la main secourable dont on a tous besoin à un moment ou à un autre. Ça, c'est quand il n'est pas en train de s'arracher la tête avec Hermione. Parce que, sérieusement, Ron et Hermione, dans les livres, on en parle. Un 5e de l'histoire, c'est destiné à ces deux-là qui s'engueulent. Facile. Arrivé au 3e roman, moi, je me demandais s'ils étaient vraiment amis. Et surtout, avec toutes ces différentes options, oui, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec la magie. Mais surtout, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec la magie. Les magiciens sont dangereux pour votre histoire. Au fur et à mesure que mes recherches avancent, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. La magie est dangereuse. Il semblerait que des centaines d'œuvres sont ruinées par une mauvaise compréhension de leur propre système de magie, là où elles deviennent de plus en plus incohérentes ou pire, inintéressantes. Il semblerait qu'il existe une formule, un maléfice que, malheureusement, certains auteurs lancent par eux-mêmes sans s'en rendre compte, venant d'un démon, d'un dieu maléfique ou simplement d'un apprenti un peu trop curieux. Cette formule se trouve dans presque toutes les instances magiques les moins satisfaisantes. Il est évident que le reste de ma quête réside dans le fait de comprendre, décortiquer, déconstruire et être capable d'annuler ce maléfice. TGCM. Ta gueule, c'est magique. Un sorcier l'a fait et toute équivalence sont des phrases que quand on présente une œuvre qui parle de magie, c'est mieux d'éviter. Et pour éviter ça, il est important de construire un système de magie. Un système de magie, si de base on avait vu les 3 lois de Clark, ici il va falloir suivre Brandon Sanderson et ses 3 lois de la magie. Sanderson est un auteur américain dont j'ai découvert le travail récemment et dont j'explore encore la bibliographie, mais qui va mettre en place un triptyque de lois en world building qui vont comme suit. 1. La capacité d'un auteur à résoudre un conflit par magie est directement proportionnelle à comment le lecteur comprend cette magie. Essentiellement, pourquoi Gandalf peut pas juste arriver et vaporiser tout le monde pour amener l'anneau au Mordor, parce que le lecteur ne comprendrait pas ce qu'il se passe. Et si ton audience ne comprend pas ce qu'il se passe, ça rend le dénouement très insatisfaisant.
C'est ça le problème de ta gueule, c'est magique. Et ça vient aussi très souvent, malheureusement, accompagné de Deus Ex Machina, une force extérieure et instoppable qui vient résoudre une situation qui autrement aurait fait perdre nos personnages principaux. Bref, c'est quelque chose d'assez cheapo sur comment conclure son histoire. Comment est-ce qu'on évite ça? On fait comprendre les pouvoirs de nos personnages à l'audience. Comme Dumbledore qui va sauver la vie de Harry au lac des Inféries, mais on a quand même 6 ans à entendre parler de ses exploits avant, de ses grandes connaissances et à comprendre que malgré son apparence de vieillard un petit peu sénile, il est un sorcier d'expérience pour qui la magie est un outil qu'il utilise quotidiennement. Entre ensuite la deuxième loi. Les coups, les limitations et les faiblesses sont plus intéressants que les pouvoirs. Ça peut paraître contre-intuitif, mais quand tu penses 2 minutes, c'est logique. Combien de personnes vous connaissez qui se plaignent que Superman est trop puissant? Et si vous défendez la surpuissance dans les médias, il est très probable que vous répondiez « Superman a des faiblesses, la kryptonite n'en étant qu'une parmi tant d'autres ». Là où les pouvoirs de votre personnage, si ils sont bien expliqués encore une fois, ça vient créer des enjeux, ça vient créer de la tension, ça vient créer une dichotomie entre ce que le personnage peut faire, ce que le personnage ne peut pas faire et où est-ce que, sur cet axe, se trouve ce que le personnage doit accomplir. L'absence de cette réflexion ici, c'est plus autant ta gueule, c'est magique que tu t'attendais à quoi? C'est magique. C'est pour ça qu'un bon personnage, c'est un personnage qui a de lourdes limitations. Comme dans cette scène où Zuko tente de générer un éclair mais n'y arrive pas, si de prime abord ça semble risible, ça sert surtout à faire remonter ses traumas et le mettre sur le droit chemin pour qu'il puisse accomplir le meilleur arc de rédemption de l'histoire de la télé. Ça aurait été beaucoup moins impactant si Zuko avait maîtrisé cette nouvelle technique d'ici la fin de l'épisode. Et finalement, la troisième loi, étendre, ne pas ajouter. Votre système de magie est comme de la confiture que vous étalez sur des toasts le matin. Si vous le faites comme il faut, c'est parfaitement balancé, c'est bon au goût et vous commencez bien votre journée. Si vous faites n'importe quoi et que vous faites juste en foutre au hasard, il y en a partout, c'est dégueulasse et ça n'a plus aucun sens. Par exemple, retournons voir Avatar. On nous dit clairement qu'il n'y a que l'eau, la terre, le feu et l'air dans le système de magie. Ces 4 éléments sont les forces primordiales de ce qui permet aux utilisateurs de cet univers de performer de la magie. Là où on découvrira qu'en manipulant l'énergie d'une certaine façon, les maîtres du feu peuvent générer des éclairs. Les maîtres de la terre les plus expérimentés peuvent manipuler le métal en trouvant les restes de roche à l'intérieur. Ici, on n'a pas ajouté des pouvoirs, on a pris ceux qu'on avait déjà. On les a fait évoluer et ce, de façon logique, voire même scientifique, dans le cas de la maîtrise du métal ou de la maîtrise du sang. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que ça a du sens. Et ici, le contraire, encore une fois, c'est plus vraiment ta gueule, c'est magique, autant que, hey, c'est magique! Qu'est-ce que t'en penses? Et mettre ces 3 lois en pratique, particulièrement la première, c'est ce qui va venir définir votre système de magie. Plus votre système de magie est entouré de règles et de limites, plus il est compréhensible. On appelle ça un système de magie dure. À l'inverse, un système de magie qui a virtuellement aucune limite et dont les règlements sont très flous, on appelle ça un système de magie douce. Ce sont 2 catégories qui n'existent pas dans des cases mais sur un spectrum. Par exemple, Harry Potter est un système relativement doux si tu le compares à Fullmetal Alchemist, mais il reste bien plus dur que le Seigneur des Anneaux où on se demande même plus ce que font les personnages comme Gandalf et Saruman, on se contente d'observer. Des exemples sont peut-être de mise. Un vrai système de magie dure, ça se distingue principalement, oui, par les limitations de la magie, mais aussi par les coûts et les conséquences. Exactement comme l'alchimie d'Édouard qui demande de comprendre les matériaux transmutés et d'être capable de les réorganiser moléculairement se basant sur le principe d'échange équivalent et de chimie basique. Ou encore dans Death Note qui est probablement le système de magie le plus dur que je connaisse où il y a littéralement un ensemble de règles écrites sur comment fonctionnent les cahiers. Tournons-nous aussi vers Mistborn qui en plus d'être une excellente œuvre captivante que je vous recommande, est écrite par Sanderson en personne. Sanderson qui préfère fortement la magie dure et ne s'en est jamais caché. Dans Mistborn, on se retrouve à Luthadel, là où certaines personnes sont dotées de pouvoirs d'allomancie, le fait de tirer leur magie depuis certains métaux en les consumant. Pour ce faire, ils consomment eux-mêmes le métal et l'utilisent à l'intérieur de leur propre corps comme réserve magique, étant capables de littéralement le faire brûler dans leur organisme. Chaque métal a sa propre capacité, comme le fer qui permet d'exercer une attaque
attraction vers une source de métal, ou l'acier qui permet de repousser une autre source de métal. Là où pour ces deux exemples particuliers, les allomanciens qui tentent de tirer ou pousser quelque chose de plus lourd que leur propre poids ou d'adjacent à plus lourd que leur propre poids, c'est eux qui vont bouger. Un allomancien peut pousser une petite bille de métal, mais si cette petite bille de métal atterrit sur une voiture, c'est l'allomancien qui va se retrouver projeté en arrière. Ils en tirent souvent avantage, comme par exemple, ils attirent le métal contenu dans les bâtiments pour être capables de se projeter en l'air et de presque voler. Tout comme ils peuvent sauter du haut du même bâtiment et puis exercer une pression sur le sol métallique pour être capables de ralentir leur chute et d'atterrir en toute sécurité. Entre-temps, quand ils se déplacent de cette façon, ils doivent aussi savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'exercer la puissance. Pourquoi? Parce que l'allomancie arrête d'agir, mais le momentum et le reste des lois de la physique, elles prennent pas un break pour autant. Magie et science. C'est ça l'allomancie. Ce système de magie trouve aussi sa dureté dans le fait que les allomanciens sont normalement capables de consumer un seul métal. C'est pour ça qu'ils travaillent en équipe. Certains allomanciens sont capables de détecter d'autres allomanciens et d'autres sont capables de bloquer la détection de ces mêmes allomanciens. Le tout jusqu'à tomber sur les enfants des brumes, les Mistborn, qui sont capables de consommer tous les métaux connus qui ont des propriétés allomantiques. La compréhension de ce système de magie requiert donc une compréhension avancée des lois de la physique, de la chimie, et ce au niveau moléculaire. Et pour éviter les spoilers, on va s'arrêter là, mais dites-vous qu'il va falloir comprendre bien plus que ça pour apprécier le pouvoir complet d'un enfant des brumes. À son opposé, le système de magie doux comme le Seigneur des Anneaux, en surface, c'est du travail qui est beaucoup moins mis en avant au niveau magique. Et pourtant, ça veut pas dire que le système de magie douce est à jeter, ça veut simplement dire que le rendre intéressant et cohérent, ça va demander d'autres compétences et d'autres ressort narratif que pour un système de magie dure. On en arrive souvent là, la tension que l'auteur va vouloir mettre à ses personnages. Rappelons-nous de la première loi, la capacité d'un auteur à résoudre un problème par magie est directement proportionnelle à comment l'audience comprend cette magie. Est-ce que ça veut dire que dans un système de magie douce, la magie ne peut jamais être une solution? Absolument pas. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'il y a une façon de bien le faire. Par exemple, on ne comprendra jamais les pouvoirs de Gandalf. Donc, dans notre tête, il n'est pas impossible qu'il claque des doigts et résolve toute situation. Cependant, quand il affronte le Balrog, ça se joue à part égale. Et pour autant qu'on le sache, il y perd la vie. On ne peut pas dire que la situation s'est réglée à 100% puisque la communauté de l'anneau vient de perdre un de ses plus grands atouts. La magie est douce, mais elle a quand même eu un coût et une conséquence. Même chose pour Star Wars, la force est mystique et incompréhensible. Alors, de chaque côté de son axe moral, on trouve Palpatine et Yoda qui font jeu égal, là où les limitations d'un système de magie douce ne viennent pas forcément de la magie en elle-même, mais bien du scénario. Pourquoi? Parce qu'un auteur compétent qui maîtrise son sujet va toujours savoir tourner l'histoire d'une certaine façon à ce que l'attention soit crédible, et ce, peu importe à quel point l'audience comprend son système de magie. C'est pas une question de « c'est quoi ta magie ?» c'est une question de comment tu l'utilises. Vous l'aurez donc compris, je suis partisan de l'idée comme quoi un système de magie douce est bien plus difficile à écrire. Pourquoi? Parce qu'avec un système de magie dure, si oui, il faut y réfléchir davantage avant de commencer l'histoire à comment fonctionnent les choses et surtout y coller pour le reste du récit, la magie douce, elle n'a pas de limite. Et donc, avoir une histoire où on s'inquiète de chaque rebondissement restera toujours beaucoup plus complexe. Parce que si vos personnages ne présentent aucune limite, c'est très difficile de présenter une menace crédible. Et pour pallier à ce problème dans les systèmes de magie douce, ce qu'on retrouve, c'est essentiellement ce qu'on disait plus haut. Si la magie n'a virtuellement aucune limite, les mages, eux, en ont. Les limites, ça peut être par exemple une forme de magie qu'ils sont incapables d'utiliser, un handicap physique qui les empêche de lancer des sorts de façon optimale, ou juste pleinement un manque d'expérience. En gros, dans un système de magie douce, le potentiel de vos personnages est virtuellement inconnu, là où leurs limites viennent du personnage de façon individuelle et non du système de magie en lui-même. Harry Potter, par exemple, présente un système où l'auteur introduit de nouveaux sorts dès que le scénario en a besoin. Mais Harry, le personnage, est limité par sa propre connaissance et par le fait que s'il a besoin d'un sort particulier pour se tirer du pétrin, il va devoir se reposer sur l'arsenal qu'il connaît puisqu'il ne peut pas créer un sort là sur le tas comme ça. Et ça, c'est une règle. C'est ici que ça devient perméable et c'est pour ça que c'est un axe. Tout système de magie douce va avoir des petites parties
parties un petit peu plus dures et tout système de magie dure va avoir des parties un petit peu plus douces. Par exemple, un maître des éléments dans Avatar peut utiliser sa maîtrise comme on ne l'avait jamais vu avant parce qu'il est incroyablement expérimenté avec, là où le manque d'expérience d'un sorcier peut l'empêcher de résoudre une situation par magie. Le premier exemple ouvre la porte à une extension du système de magie et à une utilisation des pouvoirs que le spectateur n'envisageait même pas. Le deuxième ouvre la porte au développement de personnages et à son gain en puissance et en maturité. Tout n'est qu'une question de trouver la balance entre les deux. Si vous voulez que ta gueule ce soit magique, il y a une façon de le faire sans que votre audience entende ta gueule, c'est magique. Et on en arrive à cette conclusion, la magie n'est pas un moteur pour votre histoire, elle est un outil. Comme l'Homo habilis découvrant sa pierre tranchante pour se nourrir, elle évolue, elle peut être utilisée comme arme, comme instrument du quotidien, virtuellement sans limite, mais factuellement limitée. Selon le désir de l'auteur, elle nous fait rêver et est un outil très puissant pour ceux qui désirent bâtir une bonne histoire. Sur ce, mes amis, ça a été un vrai plaisir de disséquer les systèmes de magie avec vous. J'ose espérer que ça vous aura plu. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour plus de déconstruction d'archétypes. Comme on teste aujourd'hui un nouveau concept, vos retours sont très importants. Soyez donc sûrs de me dire ce que vous en pensez et de réclamer vos archétypes avec le hashtag archétype en commentaire. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche ainsi que laisser un like et partager la vidéo au passage en nous suivant sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.